Un documentaire qui nous ouvre les yeux et devrait être montré dans toutes les écoles. C'est l'une des nombreuses critiques très positives qu'a reçues les nettoyeurs du web. Et j'ai maintenant le plaisir de saluer ces deux réalisateurs, Hans Block et Moritz Riesewiek. Bonsoir. De nouveaux scandales en lien avec l'utilisation de nos données par Facebook et compagnie font régulièrement la une, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, comment êtes-vous parvenu à rencontrer les modérateurs de contenu à Manille? Et surtout, comment avez-vous fait pour qu'ils parlent avec autant de franchise? La prise de contact avec les modérateurs de contenu a été très difficile parce que les clients, Facebook, Google et Twitter, comme leurs sous-traitants, entourent ces activités de beaucoup de secrets. Pendant notre enquête, nous avons vu des agents de sécurité engagés pour surveiller les comptes des salariés, pour s'assurer qu'ils ne parlent pas avec des personnes extérieures. Notre équipe de tournage a été photographiée depuis les fenêtres des immeubles et les photos ont été diffusées avec une mise en garde. Si vous parlez à ces journalistes, vous serez viré sur le champ. On s'est aperçu que les projets se cachent derrière des noms de code, que les employeurs intimident les modérateurs pour les empêcher de parler, et nous avons eu beaucoup de mal à établir le contact et à gagner progressivement la confiance de ces salariés pour qu'ils soient prêts à témoigner dans le film et à raconter leur histoire. Et vous avez encore des contacts avec ces protagonistes? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Oui, bien sûr, ce n'était pas pensable autrement. Pour nous, le plus important a été de protéger nos témoins, de ne faire intervenir dans le film que les personnes que nous pouvions réellement protéger. Pour des raisons juridiques, ne témoignent donc dans le film que celles qui ont quitté leur emploi pendant ou avant le tournage. Et bien sûr, nous sommes toujours en contact avec tous les protagonistes. Nous prenons de leurs nouvelles, ils ont repris un autre travail, ils vont bien. Nous sommes retournés à Manille en juin pour une projection privée avec eux, donc nous avons gardé le contact. Et ce qui est plus difficile à évaluer, ce sont les séquelles que peuvent produire ces conditions de travail à plus long terme. Parce que des traumatismes, ils peuvent apparaître des années plus tard. Ou bien ces traumatismes se manifestent de façon indirecte, sous forme d'alcoolisme par exemple, ou sous forme d'un stress post-traumatique, comme celui qu'on observe chez les militaires qui ont été au combat. Mais les modérateurs subissent aussi des effets immédiats. Leur vie change, ils ont des angoisses, désespèrent de l'humanité, ont peur de sortir, ou alors ont des tendances suicidaires, comme le montre le film. En tout cas, toutes ces séquelles sont très lourdes, mais prouver qu'elles résultent directement des conditions de travail, c'est presque impossible. Et les entreprises évitent d'assumer ces responsabilités, bien sûr. Y a-t-il eu des réactions de la part de Facebook ou d'autres entreprises à votre documentaire, d'une façon ou d'une autre? Eh bien non, aucune. Une fois terminé, nous avons envoyé le film aux grandes plateformes Internet avant de le présenter en festival, mais elles n'ont pas jugé utile de réagir. Même chose pendant le tournage d'ailleurs. Toutes nos demandes d'interview ont été systématiquement refusées. Depuis, ça bouge un peu plus. Par exemple, le film a été présenté au Festival de cinéma de San Francisco et des salariés de Facebook et de YouTube l'ont vu. Alors, pas des dirigeants, mais des simples salariés. Et ces salariés ont réclamé qu'on projette le film sur leur campus. Parce que oui, on dit campus. Et ces employés des plateformes se sont déclarés, en tout cas verbalement, consternés par les conditions de travail faites aux sous-traitants de leur entreprise. Mark Zuckerberg a annoncé avoir compris que c'est une grande mission qui incombe aux entreprises du numérique. Elles doivent surveiller les contenus d'Internet. Et à l'avenir, ce seront des algorithmes qui décideront de ce qui sera supprimé et de ce qui restera sur la toile. Donc il veut recourir à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la solution ? Cela paraît très séduisant parce que cela permettrait d'éviter tous les traumatismes que subissent aujourd'hui les modérateurs. Mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ce qu'en disent les géants du net, qui mettent en avant l'innovation technologique, bien sûr. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle est certes tout à fait capable d'analyser une image, d'y reconnaître le contour d'un organe sexuel, du sang, une chaise, un cheval, mais ensuite, elle a beaucoup de mal à interpréter ce qu'elle voit, à comprendre le contexte. S'agit-il d'une vraie scène de violence ou d'une scène de théâtre, de film? S'agit-il de propagande, d'apologie de la violence ou d'une image d'actualité qu'il est important de montrer au public? Ce sont des décisions très difficiles à prendre, très complexes, que les modérateurs de contenu ont beaucoup de mal à maîtriser, mais l'intelligence artificielle, elle, n'y parvient pas du tout pour l'instant.
C'est exactement ça la question centrale qui se pose. Les entreprises du numérique ont-elles tiré les enseignements des critiques et des erreurs qui ont été révélées ces dernières années? On s'en souvient, au début de l'année, Mark Zuckerberg a joué les repentis devant le Congrès américain et le Parlement européen. Il est question d'embaucher 20 000 personnes de plus pour accroître la sécurité sur Facebook. Avez-vous le sentiment que ces critiques sont vraiment perçues par les entreprises, qu'elles tirent vraiment les enseignements de leurs erreurs? Non, j'y crois pas du tout, c'est une farce. Il faut le dire, on a assisté à une mise en scène devant le Congrès américain et puis devant le Parlement européen. Et ça pour deux raisons. Tout d'abord, les géants du web sont les champions de l'esquive. Ils passent leur temps à se dérober, à nous dire « oui, on va régler le problème, on s'en occupe, on vous répond dans les meilleurs délais ». Et ensuite, parce que le monde politique est incapable de prendre la véritable mesure du problème, parce qu'il s'égare dans des comparaisons sans queue ni tête avec la presse écrite ou avec la télé, ou alors parce qu'il se retranche derrière l'argument libertarien qui veut que les plateformes ne sont pas responsables des contenus. Le monde politique ne saisit pas le véritable enjeu. Et c'est à la société civile de prendre le relais. C'est à nous de dire que le monde numérique, ce qu'on y montre ou ce qu'on y montre pas, ça nous concerne et que nous voulons avoir voix au chapitre. À nous de mettre les géants du web face à leurs responsabilités. Or, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Il existe en effet quelques initiatives législatives, pour le moins en Europe. Nous avons le règlement général sur la protection des données. En Allemagne, il y a une nouvelle loi contre l'incitation à la haine et les fausses nouvelles sur Internet. Est-ce que ça va assez loin ou est-ce que, comme vous l'avez déjà laissé entendre, la politique s'est laissée dépasser et a finalement laissé la responsabilité aux entreprises malgré elles? Ces nouveaux textes, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. L'objectif de la loi allemande sur le contrôle des réseaux sociaux semble logique. Contraindre les entreprises à supprimer dans les 24 heures les contenus illégaux ou clairement illicites présents sur leur plateforme. Mais au fond, on transfère aux entreprises privées la responsabilité de décider ce qui est clairement illicite, ce qui constitue un discours de haine ou ce qui relève de l'ironie ou de la satire. Toutes ces questions sont confiées aux bons soins d'entreprises privées qui se retrouvent ainsi à devoir trancher en matière de justice, à assumer des fonctions régaliennes. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète profondément, parce qu'on accorde ainsi beaucoup de pouvoir à ces entreprises, et c'est dangereux. Mais alors, quelle pourrait être la solution? Qu'est-ce que les responsables politiques devraient faire? Vous disiez tout à l'heure qu'ils n'y voyaient pas vraiment clair. Est-ce qu'il faudrait alors qu'il y ait d'autres personnes à d'autres postes? Quelle pourrait être une solution? Moi, je vois plusieurs pistes. Tout d'abord, je vois un problème de droit de la concurrence. Comment se fait-il qu'un projet émancipateur comme Internet, un projet destiné à tout le monde, au monde entier, a été accaparé par un petit groupe d'entreprises monopolistiques? Ça n'avait rien d'une fatalité au départ. Alors une sanction par le biais du droit de la concurrence, ce serait une piste. Ou alors, on pourrait poser la question de cette concentration du pouvoir sur les données utilisateurs entre les mains d'un petit nombre de plateformes de la Silicon Valley. On pourrait, au fond, mettre en place des plateformes décentralisées, participatives. Certaines d'entre elles existent déjà. Elles permettent un contrôle beaucoup plus démocratique de ce qui est diffusé. Mais la vraie question, la question de fond, c'est de savoir pourquoi l'opinion publique numérique mondiale est sous la coupe d'un petit groupe d'entreprises privées. Il faudrait peut-être créer dans le monde numérique des institutions publiques sur le modèle de celles qui gouvernent le monde analogique. Mais ça, c'est à la société civile de le revendiquer. Et c'est à elle de se battre pour défendre ses droits, et pas seulement au monde politique. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a justement une prise de conscience de l'opinion publique? Après l'audition de Zuckerberg au Parlement européen, on l'a vu, le cours de l'action a remonté en flèche et finalement, il y a eu très peu de réactions sur Internet. Peu de gens ont supprimé leur compte. Il n'y a pas eu de vague d'indignation ressentie. Donc est-ce que finalement, il n'y a pas assez de pression de la part des utilisateurs? Au fond, c'est ce qui nous a poussé à faire ce film. Parce que trop souvent, le débat sur les réseaux sociaux reste très abstrait. Les données, la protection des données, c'est quoi? Je crois que les internautes n'ont pas encore vraiment compris les enjeux et les conséquences de leurs activités en ligne.
Et ce n'est qu'à partir du moment où on montre concrètement, à travers des portraits comme dans notre film, les choix des entreprises et l'impact de ces choix sur la vie de personnes bien réelles, qu'alors on comprend enfin que l'enjeu, ce n'est rien de moins que la démocratie. Ça m'amène à une dernière question. L'inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, a prononcé récemment une mise en garde. Il a qualifié l'Internet de monstre numérique ayant une sorte de monopole du pouvoir qui nous échappe complètement. Quelle pourrait être une vision pour un Internet meilleur à l'avenir? Cette question s'adresse à vous deux. Moritz l'a dit, Internet doit redevenir un projet émancipateur pour le plus grand nombre, avec des réseaux décentralisés dans lesquels le pouvoir est partagé. Chacun d'entre nous doit y participer activement et donner vie à cet espace. Ça, c'est le premier point. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de questions pratiques à régler, comme pour les modérateurs de contenu, veiller à leurs conditions de travail, de rémunération, leur offrir une vraie formation, un soutien psychologique. Beaucoup de choses évidentes qui pourraient être mises en place du jour au lendemain, et c'est ce qu'il faut continuer d'exiger. D'ailleurs, ces expériences, elles ont déjà été tentées, avec le réseau Mastodon par exemple. C'est un réseau décentralisé, peer-to-peer, open source, un réseau qui n'est pas au service d'intérêts commerciaux ou au service de ses actionnaires. Et ça représente quand même une véritable avancée en termes de transparence. Mais tant que les utilisateurs, c'est-à-dire nous tous, n'auront pas le courage de s'attaquer aux grands monopoles, par paresse peut-être, ou parce qu'on s'en remet aux politiques, ou qu'on espère que les géants du web vont finir par se moraliser tout seuls, rien n'avancera. C'est donc à chacun et à chacune, une fois qu'on a pris conscience du problème, de faire un choix. Soit on continue de cautionner le système actuel et on assiste impuissant à la mort de la démocratie, ou alors on se bouge. Merci à vous deux et merci aussi pour votre remarquable film qui rencontrera certainement beaucoup de succès. Et maintenant, un autre dossier sensible qui pourrait devenir crucial pour l'Europe. Des millions de réfugiés fuient leur pays. Comment gérer cette situation? Global Family dresse le portrait d'une famille somalienne disséminée à travers le monde par la guerre. C'est tout de suite après cette bande-annonce.